Aujourd'hui, on va parler d'un point important, la catégorisation de la recherche et la valeur des données structurées. Alors, c'est un rapport de ISI, l'Institute for Scientific Information, l'Institut pour l'information scientifique, qui est à l'origine du Web of Science. Et on va couvrir un petit peu quelques points qui sont importants quand on parle de données structurées ou quand on parle de métadonnées, quand on fait des études bibliographiques. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des données qui sont difficiles à exploiter. Alors l'agenda est le suivant. Alors vous le savez, hein, c'est valable dans plusieurs secteurs, pas qu'en recherche scientifique. Les données informatiques représentent une valeur importante, c'est le nouvel or, c'est un nouvel étalon, on va dire. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment est-ce qu'on peut garantir la fiabilité de vos découvertes et analyses dans Web of Science? Donc on va parler de deux points, l'indexation cohérente et la catégorisation cohérente. On va parler de l'impact d'une indexation. On parle de journaux indexés, de livres indexés, de conférences indexées. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi l'unification, quand l'indexation et l'unification sont mal faites ou sont incohérentes, ça a beaucoup d'impact. Alors, en analyse de données, généralement, ce qu'on dit, c'est que si on a des données fiables, on va pouvoir faire des analyses fiables. L'inverse, c'est pas vrai. Si vos données sont de piètre qualité, les analyses auront le même niveau. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut faire avec les données bibliographiques. Améliorer la recherche, donc on fait des cartographies thématiques, les revues de littérature, ça on peut le faire en utilisant des grands ensembles de données. On a des techniques pour améliorer et identifier la littérature la plus pertinente. On peut bien sûr mesurer l'impact d'une institution, d'un chercheur, d'un département, d'un pays, d'un groupe de personnes, d'une équipe, d'une faculté par exemple. On va aussi, à partir des données structurées, avoir une meilleure compréhension de l'environnement de collaboration. Quand on regarde qui travaille avec qui, encore une fois à différents niveaux, deux chercheurs qui travaillent ensemble, des équipes, des institutions, des pays, et ainsi de suite. Et on va regarder aussi, à partir des données structurées, on peut en tirer des informations très riches, surtout ce qui concerne les opportunités émergentes. Alors, le contexte, c'est le suivant. J'aime bien commencer par le contexte. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de plus en plus de données de recherche, plus que jamais, mais des fois, c'est un peu compliqué en termes de clarté. Donc, il y a une explosion des sources de données ouvertes, il y a un accès accru, on a des décisions qui sont de plus en plus fondées sur des preuves, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions comme ça sans information ou des décisions comme ça sur un coup de tête. À l'époque, il y avait une différence entre ceux qui ont accès à la donnée et ceux qui n'ont pas accès à la donnée. Donc l'accès aux données, ça crée un certain avantage. Maintenant, la différence, c'est que véritable facteur de différenciation va exister ou résider dans la capacité à structurer ces données. Vous allez sur Internet, vous allez dans les LLM ou Large Language Models, ou les grands modèles de langage, style ChatGPT, Gemini, etc. On va avoir beaucoup de contenu, mais on constate des fois que le niveau de qualité n'est pas toujours très élevé. Donc, alors bien sûr, on reconnaît la valeur de l'ouverture et de la transparence du contenu, mais on constate qu'il y a quand même une certaine évolution du paysage de la recherche. Et donc, ça engendre quand même certains problèmes au niveau de la recherche scientifique, l'évaluation, la valorisation de la recherche. On le voit, la recherche, ça se développe très rapidement. Le nombre de publications, il augmente sans cesse. On a des modèles de soutien concernant la science ouverte qui vont se multiplier. On en a de plus en plus. Donc, si on parle de financement, les organismes de financement et les agences gouvernementales vont mettre l'accent sur la transition vers l'ouverture de la science. Et donc, il va y avoir aussi certaines exigences des chercheurs pour qu'ils publient davantage et diffusent leurs résultats via des plateformes ouvertes. Donc, on le voit, l'accès ouvert, les prépublications,
et ce qu'on appelle aussi les méga journaux ou les méga revues scientifiques. Ils ont forcément facilité le partage des travaux, donc il y a quand même des avantages là-dessus, mais on constate aussi des problèmes. On va avoir une pression plus importante sur la publication, la création de contenu qui fait aucun sens, des citations qui sont falsifiées, des citations erronées, des résultats contrefaits, des manipulations d'images, du plagiat. Donc beaucoup de signes qui font que voilà, il y a du contenu qui n'est pas forcément vérifié quand on parle de publication scientifique. Et ces dernières années, si vous regardez depuis 2023, l'intelligence artificielle ou l'IA va accélérer ces tendances. On le voit, de plus en plus de rétractations, de plus en plus de citations qui n'existent pas ou du contenu qui est complètement raté. Et par exemple, on va voir les articles qui sont générés par l'IA vont inonder le système. Parfois, c'est les examinateurs ou donc les pairs dans les comités de lecture qui vont directement générer leur rapport d'évaluation par l'IA. Donc voilà, en gros, on avait de la fraude et maintenant on a de la fraude, mais moins coûteuse, encore plus bon marché, avec une détection qui est de plus en plus difficile, mais on a toujours des acteurs malveillants avec des comportements douteux. Voilà, on arrive quand même à pas mal d'informations trompeuses, pas mal de bruit, moins de clarté. Et l'idée, l'argument ici, sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que les données structurées sur les activités de recherche sont importantes. Il y a un rapport que je vous conseille de lire, c'est un rapport gratuit, il a été publié en mars 2026. Et les principaux enseignements de ce rapport sont les suivants. Alors, l'étendue des données, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a plus de données que c'est mieux, ça suffit pas. Il y a une validation, une validité des comparaisons qui repose sur une structure de données comparable. On peut comparer que ce qu'on peut comparer. D'accord? Si je prends la performance d'un article, si je prends des indicateurs, il faut que ce soit un article. Je ne vais pas comparer un article avec un livre, un chapitre de livre, parce qu'on sait que ces documents n'ont pas les mêmes profils d'impact ou de dissémination. On va regarder l'analyse des tendances. Elle est pertinente que si les catégories et les métadonnées sont définies de manière cohérente dans le temps. C'est-à-dire que si ça c'est un article en chimie, si je commence à compter les articles en chimie, il faut que ma catégorisation elle soit consistante. C'est-à-dire que l'année prochaine, 2027, 2028 et ainsi de suite, je ne commence pas à changer la façon dont je compte, parce que sinon les tendances, elles n'ont plus aucun sens. L'année dernière, je comptais de cette façon, cette année, je compte différemment, donc les tendances, elles n'ont plus aucune valeur. Les métadonnées doivent être stables. Pourquoi? Parce qu'elles vont permettre à la communauté d'identifier les évolutions de ce qui se passe dans le domaine. Et ça, c'est valable sur tous les sujets de recherche. Là, je parle au niveau vraiment macro, c'est-à-dire qu'on va prendre des millions de publications et on va avoir beaucoup de contenu, mais il faut un certain niveau de cohérence. La structuration ou les données structurées, c'est une condition préalable à une recherche, une découverte et une évaluation crédible. Ça, c'est ça le point le plus important. Si les données sont structurées, on va pouvoir faire un travail sérieux, une évaluation beaucoup plus précise et cohérente. Alors moi, ça m'amène au Web of Science, parce que c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. On va parler des données structurées du Web of Science. Il y a trois grands piliers sur lesquels on va prendre en compte l'ouverture, mais on va aussi s'assurer que les données ont un certain niveau de qualité. Il y a trois dimensions: l'intégrité de la recherche, des métadonnées précises, et surtout une stabilité et une confiance dans l'indexation qui est faite. Alors, l'intégrité de la recherche, l'idée, c'est on veut que du contenu de qualité. Les journaux qui trichent, les sociétés, les éditeurs qui ont des comportements de publication frauduleux ou bizarres, ça ne nous intéresse pas. Les métadonnées précises, c'est là où on va avoir, à partir des métadonnées, pouvoir construire certains indicateurs, des indicateurs fiables sur lesquels on peut se reposer pour prendre des décisions pour des enjeux importants. Et enfin, stabilité, pourquoi? Voilà, il faut un certain équilibre, c'est pas juste on a plus de contenu, parfait, super. On a quand même un certain niveau de qualité requis au niveau des bases de données. Et donc, il y a un équilibre entre ouverture, qualité et intégrité. Alors, pourquoi la sélection du contenu? Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est quoi un journal indexé? Pourquoi est-ce que vous sélectionnez les journaux? Pourquoi c'est pas plus simple d'indexer tous les journaux, tous les supports qui existent?
quand on regarde, si on a des données de haute qualité, à partir des journaux qui ont été soigneusement sélectionnés, on parle quand même de 22 000 journaux scientifiques, la même chose pour les livres et les conférences, à partir de ça, on va pouvoir produire des mesures fiables. Alors que quand on ne contrôle pas, les métriques vont être de faible qualité et le processus de sélection, j'en ai parlé dans d'autres webinaires, je ne vais pas m'attarder dessus. Clarivate n'est pas un éditeur, ne publie pas de journaux, c'est les éditeurs qui nous envoient leurs journaux pour sélection, pour évaluation, sélection et indexation dans la base de données principale du Web of Science. Il arrive, des fois, on a des éditeurs qui commercialisent certaines bases de données bibliographiques, mais on a un processus de sélection biaisé parce que vous allez trouver que tous les journaux édités par cet éditeur existent dans la base. Forcément, il va y avoir des métriques qui sont biaisées ici. En termes de métadonnées, si on a des métadonnées solides et cohérentes, moi je vous donne un exemple, par exemple, sur un sujet de recherche, je veux analyser la tendance des articles, juste le type de document. Je ne veux pas les synthèses de littérature, je ne veux pas les prépublications, je ne veux pas les livres ou chapitres de livres. À partir de là, je peux faire des analyses précises parce que je sais que la façon dont ça a été indexé, c'est cohérent sur le temps et c'est stable. Donc on a des métadonnées dans certaines bases de données, métadonnées incohérentes et erronées. Donc voilà, le problème c'est que vous allez être en difficulté pour émettre des conclusions solides. Alors qu'est-ce qui rend la découverte et les analyses dans le Web of Science fiables à partir des données Web of Science? Le premier point, c'est l'indexation cohérente. Alors, ce qu'on ne voit pas toujours pour construire une base de données comme le Web of Science, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est on a les enregistrements dans le Web of Science, on a l'interface de recherche, les filtres, le nombre de citations, les profils de chercheurs, les outils d'analyse. Mais pour construire tout ça dans le Web of Science, on a la sélection en interne, on a le développement technologique et surtout l'indexation méticuleuse. On va avoir par exemple la gestion des métadonnées, la standardisation des adresses ou des noms d'affiliation dans la plateforme, pareil pour les noms des auteurs, le suivi des rétractations, s'il y a un papier ou une publication qui a été rétractée, il faut le mentionner dans la base. On a une correspondance au niveau des citations, des références, des profils qui sont mis à jour automatiquement. Donc, bref, il y a pas mal de tâches ici. Et au cœur de tout ça, on a notre équipe éditoriale qui est indépendante des éditeurs pour la collection principale, qui vont évaluer rigoureusement les revues et vont surveiller en permanence les titres, vont veiller au respect des critères de qualité. Et donc, ce type de contrôle indépendant, on le sait, vous pouvez poser la question aux éditeurs de journaux, ce type de contrôle, il est rare dans le secteur, mais il est important pour garantir la fiabilité des données scientifiques. Alors, comment on fait? Je vous l'ai expliqué, on va acquérir le contenu à travers les journaux qui vont nous envoyer leur contenu, on va créer une indexation ou un indice. On va ensuite lier les publications avec les citations, selon les citations et les références. On va unifier les noms d'adresses d'institutions. Si je prends une université, Univ de ABC ou ABC Univ, voilà, c'est l'université d'ABC. Il nous faut un nom unifié pour cette institution. On va standardiser, donc l'unification cohérente, etc. Et surtout, on va enrichir les données. Il y a toute une histoire derrière ça. Si vous regardez l'historique, j'ai parlé de ISI, Institute for Scientific Information, c'est un institut qui existe depuis les années 50. Et donc, il y a tout un héritage depuis les années 50, début des années 60, sur la création de ce qu'on appelle la collection principale du Web of Science, ou Core Collection. Quand on vous dit c'est un journal indexé dans le Web of Science, alors c'était un produit d'ISI qui a été ensuite acheté par Thomson. Thomson a racheté Reuters, c'est devenu Thomson Reuters, et ensuite le groupe est devenu Clarivate. Mais le produit, la philosophie, la structure du contenu n'a pas changé. Il y a eu une cohérence en termes d'indexation. Alors bien sûr, il y a eu des changements en termes de technologie. En 63, le siècle dernier, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc ça, c'était des tomes. Après, il y avait des microfiches. Après, il y avait les disquettes. Là, c'était plutôt CD-ROM. Et ici, ensuite, CD-ROM ici. Et ensuite, ici, à partir de là, on a le site Internet, fin des années 90. D'accord?
Je vais vous donner un exemple. Ça, normalement, vous êtes à l'aise avec quand vous cherchez dans le Web of Science. Vous allez avoir une notice ou un enregistrement de publication. On va avoir l'intégralité de tous les auteurs qui sont indexés. C'est important parce qu'on a besoin de savoir qui est derrière cette publication. C'est pas juste les 2 premiers auteurs ou je vais indexer tout le monde. Ça, c'est important pour identifier les chercheurs qui sont derrière ce travail, mais aussi pour identifier des experts. On a une distinction au niveau des dates de publication. On a cette publication, elle a été acceptée et elle était disponible sur le site du journal Analytical Methods, ou méthode analytique, en décembre 2024. Mais il a été publié, du point de vue publication du terme, qu'en février 2025. C'est à ce moment-là où cet article, après qu'il ait été accepté, il a reçu son numéro de série, et numéro de publication, et les numéros de page. D'accord? Donc là, en décembre 2024 jusqu'à février, il était disponible que sur le site internet. C'est qu'en février 2025 qu'il a été vraiment publié. Pourquoi c'est important? Pour comparer ce qui est comparable. Donc là, on a 2 dates de publication. La date de publication finale et la date de publication en accès anticipé. Alors, je vous ai mis le lien ici si vous voulez consulter. Je vous enverrai la présentation pour partir sur cet enregistrement. On a les affiliations. Donc là, par exemple, on a l'adresse Univ Nottingham. Bon, là, c'est facile. C'est l'université de Nottingham. Donc, on a un nom unique, un nom unifié, d'accord? Et on a aussi un identifiant, donc ROR ID. Donc, c'est une organisation qui va identifier les institutions. ROR, c'est Research on Research. C'est pour ceux qui font de la recherche sur la recherche. C'est ce que je vous disais en introduction. Pour ceux qui étudient ou qui font de la science de la science, qui étudient la science. Donc là, on a les affiliations indexées, 100% une unification fondée sur les données sources. Vous le voyez pour chaque université. Donc ça, c'est tel que c'est écrit par l'auteur dans la publication. Vous voyez, c'est souvent abrégé, mais nous, on va avoir le nom unifié. Alors pareil pour le financement, on va capturer ce que disent les auteurs dans la publication. Là, les auteurs ont dit qu'ils ont remercié ces institutions avec le numéro de la subvention ou de la bourse. Et donc ça permet aussi de suivre les tendances de financement et d'identifier de nouveaux bailleurs de fonds pour votre travaux de recherche. Alors ça peut être des agences de financement potentielles. Alors pareil pour l'indexation, quand on parle d'indexation intégrale, toutes les références citées ont été enregistrées. Alors ça a été, elle est enregistrée dans le Web of Science, même si elle n'existe pas dans le Web of Science. Okay. Donc ça arrive, vous pouvez citer quelque chose qui n'est pas indexé dans le Web of Science. Quand c'est indexé, vous avez plus d'informations. Donc ça, cet enregistrement, ou cette publication, cette notice, me dit que l'auteur a cité une publication de 2022 dans Analytical Chemistry. Et donc ça, c'est une publication indexée dans le Web of Science parce que le journal est indexé dans le Web of Science. Alors, la curation manuelle, je vais vous montrer un exemple ici. Donc ça, c'est pour le financement. Donc voilà, on nous a dit que ici, l'auteur ou les auteurs ont reçu des financements et on a la possibilité aussi d'avoir une plus grande précision aussi en termes de qui a contribué à ces travaux de recherche. Alors la structure sous-jacente, ça je vous le montre juste, c'est aussi disponible via les API, les métadonnées. C'est juste une autre façon de récupérer les données. Donc ça, c'est l'identifiant de la publication. C'est pas une publication en accès ouvert, Open Access, le Gold Open Access. Donc là, on a les indications de la publication. Donc l'accès, la date de l'accès anticipé, on a le résumé, le numéro de page, etc. On a les adresses, on a les identifiants des chercheurs, on a même le ORCID, le ORCID, et le nom standard. Donc toutes ces informations, on peut les récupérer via l'API également. Donc là, la même chose ici. Donc là, on va le voir sur l'adresse, donc l'identifiant. Donc là, on a Skane Univ Hospital, fait partie de l'université de Londres. Okay. Et on a le nom unifié pour cet hôpital, qui est un hôpital universitaire. Okay. Donc là, on le voit la même chose. Ici, on va avoir University of Göttingen. Voilà. Et on a
l'hôpital. Et ainsi de suite, pareil pour les adresses. Ça, on peut les récupérer avec l'API. Alors, l'attribution cohérente des catégories, très important. Quand on veut classer les publications, il y a différentes façons de faire. Il y a la façon simple, c'est, on se dit, ça c'est une publication dans un journal de mathématiques, donc la publication est une publication mathématique. Donc on va prendre la catégorie du journal. Donc là, on a ça, on en a 254. OK. Et c'est une classification éditoriale des journaux. On va dire ça, c'est un journal en mathématiques appliquées. Ah, c'est aussi un journal qui publie du contenu en informatique. Donc il y a des journaux qui ont plusieurs catégories. OK. Donc il y a un niveau. Ensuite, on a ce qu'on appelle les citation topics, ou les sujets de citation, qui sont générés à travers un algorithme basé sur le Web of Science Core Collection. Le micro, les macros. Macro, c'est l'ensemble niveau général, le niveau le plus élevé. Ensuite, on a un second niveau. Et ensuite, on a le niveau le plus fin, ça va être le sujet de la publication. Mais là, c'est une catégorisation ou une classification du document. Là, on ne prend plus en compte de la source, la catégorie de la source. On va regarder les liens selon les citations et les références. Et donc, on va créer des ensembles de publications. À partir de là, on a une classification selon les ODD, donc Objectifs de développement durable, ou SDGs, Sustainable Development Goals en anglais. On va faire une correspondance entre ces sujets de citation avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc là, on a un seul niveau. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'algorithme qui nous permet de classer les publications, donc là, on a les trois niveaux. Par exemple, 2 c'est chimie. 2.144, c'est les semi-conducteurs organiques. Et ensuite, on a 2.144, 321, c'est les OLED. Donc voilà, ici, on a un groupe de publications. Donc on groupe les publications par similarité selon les citations. Okay. Et voilà, on va avoir un groupe de groupes. Chaque groupe ici, c'est un nombre de publications. Donc on a 321 publications dans les OLED. On en a un autre nombre, etc. etc. Donc 321, c'est l'identifiant des OLED ici. Donc 2.144.321, c'est le numéro d'identité, de la carte d'identité des OLED dans notre base. 2, c'est la chimie. 2.144, c'est les semi-conducteurs organiques. 2.144.321, c'est les OLED. Okay. Voilà, donc ici, on va mettre des noms manuellement à chaque sujet. Donc, on a des groupes de papier. Ensuite, on a des groupes de papier. Ensuite, on a des groupes de papier. Donc là, on a un groupe, 2.144, là, c'est un autre groupe, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez puissant parce que ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur la classification des publications. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que on a des meilleurs algorithmes que les résultats seront meilleurs si les données sources sont de mauvaise qualité. Par exemple, là, j'ai comparé Web of Science Core Collection avec une base de données gratuite. Alors, effectivement, c'est une publication de 2009, mais là, on voit que, par exemple, ici, c'est en psychologie clinique. Et pour être plus précis, c'est sur la recherche concernant la schizophrénie. Dans cette base, il nous dit, ça parle de sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines, en philosophie, et le sujet, c'est la santé mentale et psychiatrie. Quand on regarde le titre, on a quand même des différences ici. Ici, on a une publication sur la psychologie expérimentale, et ça, c'est classé ici en littérature, théorie littéraire, sciences artistiques et sciences humaines. C'est la même publication. On a la même chose aussi sur, quand on regarde, alors nous, ça c'est une publication dans Nature qui a été classée dans ces trois niveaux, 1, 1.120, 1.120, 1.384. Donc c'est sur les microbes intestinaux. Et donc ça, on fait un matching, nous, qui correspond au troisième objectif de développement durable, qui correspond donc au troisième, Good Health and Well-being, le bien-être et bonne santé. Ici, il y a une correspondance qui a été faite avec cet objectif de développement durable qui concerne l'énergie propre et abordable. C'est la même publication encore. Ici, on parle encore de sciences de la santé.
Et c'est encore mal, il y a une correspondance erronée ici, clairement, c'est pas sur l'énergie, on parle vraiment de la santé et du bien-être, la bonne santé et du bien-être. D'accord, donc on voit ici, c'est les mêmes articles, c'est des articles biomédicaux qui sont rattachés à des ODD ou des objectifs de développement durable totalement différents selon les systèmes. Okay. Donc moi, si je représente un établissement qui cherche à comprendre comment ma recherche contribue aux objectifs de développement durable, je vais me baser sur des travaux ici ou des correspondances, des classifications qui sont clairement erronées ou qui ont des lacunes. Donc ça devient difficile d'évaluer, mais aussi d'élaborer une stratégie autour d'un objectif particulier parce que les données sources ne sont pas très fiables. Alors, quelles sont les implications? Là, on peut le voir. Ici, moi, si je prends le CNRS en France et je compte les publications, on a à peu près 1,3 million de publications. OK. Il y en a 375 000 sur le 3e objectif de développement durable. Pour le 7e, il y en a 61 000. Ici, on a un autre décompte. Alors, bien sûr, il y a plus de publications parce qu'on est sur les ressources gratuites. Mais voilà, comment est-ce que ça, c'est vraiment fiable avec moins de publications? OK. Donc là, on voit avec moins de publications, Good Health and Wellbeing. Ici, il y a plus de publications. Donc là, ça nous donne une idée de la correspondance qui a été faite. Peut-être pas vraiment très précise. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Les indicateurs sur quand on va comparer la performance d'une publication selon ce nombre de citations comparé avec d'autres publications. Donc là, cette publication, elle est dans le 79e percentile et elle a reçu plus de citations, 47% plus de citations que la moyenne quand on compare cette publication avec les publications similaires, c'est-à-dire les publications du même type, dans le même domaine, dans le même sujet, et publiées la même année. Alors qu'ici, on a des indicateurs complètement différents. Pourquoi? Parce qu'on parlait ici de sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines, philosophie, mais on parle de santé mentale. Alors qu'ici, il y a eu plus de citations qui ont été capturées. 80 citations et ici 60 citations. Alors, classification par sujet, quelques petites études qui ont été faites. Là, on regarde Web of Science surpasse nettement Scopus en termes de précision de son système de classification des revues et définition de Scopus. Les résultats montrent que la conventionnement admise en la supériorité de la classification par sujet basée sur les articles, sur la classification par sujet basée sur les revues ne se vérifie pas. Du moins pour le moment, puisque Web of Science semble avoir la classification par sujet la plus précise. Alors, impact de l'indexation et de l'unification incohérente. Pas mal de conséquences directes. Il y a des affiliations qui manquent, des types de documents. Tout devient un article. Il n'y a plus de distinction entre un article, une synthèse de littérature, un livre, un chapitre de livre. Tout est article. La cohérence sur la date de publication, ça je l'ai mentionné tout à l'heure. Les contenus en accès anticipé, il peut accumuler des citations plus rapidement. Donc ça peut changer, avoir un impact sur les indicateurs. Et les catégorisations, on en a déjà parlé, sur l'exemple des ODD par exemple. Alors il y a des études, il y a pas mal d'études qui montrent que les métadonnées ouvertes ne sont pas encore fiables pour une utilisation cohérente. Les métadonnées incomplètes, bases de données ouvertes ne garantissent pas une qualité élevée des documents et présentent un niveau de métadonnées relativement faible. Ça, c'était en 2024. Il existe un grave problème de qualité des données concernant l'absence d'institutions dans les métadonnées des articles de revue sur OpenAlex, et ainsi de suite. Et il y a même des communications où là, ça, c'est des études qui ont été faites. Okay. La diminution observée et critique pour de nombreuses activités de recherche et des suivis institutionnels nationaux utilisant OpenAlex. Voilà. Dans le cas du tableau de bord hybride d'accès ouvert, je dois alerter les utilisateurs sur la nécessité de ne pas se fier à ces données à partir de 2024. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2024, dans OpenAlex, on voit qu'il y a des affiliations. Même le CNRS en 2025 avait dit que voilà, on n'utilise plus le Web of Science, mais ils vont perdre temporairement la possibilité de se comparer aux autres et de se positionner par rapport aux homologues grâce à de telles comparaisons fondées sur un cas d'évaluation. Alors, si l'affiliation est manquante, la recherche n'est pas prise en compte. Dans le texte intégral, on voit cet auteur, on a une adresse que nous, on va capturer dans le Web of Science. On a les 5 adresses. Pour cette publication, c'est la même. On a la liste d'auteurs
Et sur les institutions, il n'y en a plus qu'une seule. Il n'y a que le premier auteur. Les autres publications, les autres institutions, donc ici, là, on n'a plus la visibilité sur cette publication. Tout a été réduit à une seule institution, alors que c'est clairement une collaboration avec d'autres institutions ici. Alors, comme je l'ai dit, on peut comparer que ce qui est comparable. Donc ça, c'est un article. Donc les résumés écrits par ChatGPT. Un article de 2023 dans cette base de données. Alors que nous, on est plus précis, c'est pas un article. C'est ce qu'on appelle le news item. Donc c'est une nouvelle en fait. Là, pareil, ça c'est encore un article dans cette base de données, alors qu'ici, pour nous, en réalité, c'est pas un article, c'est un édito. Il y a une différence entre un édito et un article. Voilà, les éditoriaux et les articles, il y a une différence claire entre ces types de documents. Pareil pour l'accès anticipé. Donc nous, on a par exemple, surtout pour les publications en accès anticipé en fin d'année, on a décembre 2024 et par exemple un mois suivant de l'année suivante, 2025. Ici, on n'a qu'une seule année, 2025. Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, pour les données fiables, on va utiliser ici le Web of Science pour avoir des analyses plus précises. Alors, j'ai fait une requête ici. On peut classer les publications de ce domaine sur différentes catégories. Donc, on a les catégories des journaux ou des sources dans lesquelles ces publications ont été publiées, le niveau méso et le niveau micro. Ensuite, on a, par exemple, des analyses par auteur, par source, par affiliation, par agence de financement. Donc là, ça pourrait faire la même chose sur une recherche étendue. Je peux analyser les chercheurs, les institutions qui ont contribué. Ça, je vous renvoie au webinaire qu'on a fait l'an dernier sur ce sujet, où j'ai été en détail sur l'analyse approfondie de publications. Dans le Web of Science, on peut regarder que fait le CNRS. Et ici, quels sont les partenaires du CNRS. Okay, donc on va voir l'INSERM, l'Université de Sorbonne, Paris-Saclay, Paris-Cité, et ainsi de suite. Pareil sur les rapports de citation, si on prend le CNRS sur un sujet précis, quel est l'impact des publications? Okay, donc là, on va regarder, par exemple, ici dans Insights, les forces, les opportunités. Donc là, on a du volume, mais aussi un impact élevé. Donc ça, c'est un indicateur de points forts. Peut-être aussi les axes de progression et potentiellement là où il y aurait des investissements potentiels. Alors, pas mal d'idées reçues ou idées fausses, et la réalité, les données ouvertes suffisent. Quand on regarde les données ouvertes, c'est pas parce que c'est ouvert que c'est forcément bon. On le voit avec les nouveaux journaux, il y a pas mal de journaux en accès ouvert, ça ne veut pas forcément dire que ça a été validé avec un certain niveau de qualité. Et c'est pas parce qu'on a plus de données qu'on a des meilleures analyses. Pas toujours. C'est mieux d'avoir des données plus précises. Et ce qu'il faut éviter, c'est pas quand on a plus de données inexactes, ça va augmenter le bruit. Toutes les bases de données sont comparables. Quand vous commencez à faire des analyses, surtout à grande échelle, on constate que les bases de données ont quand même des structures, des différences en termes de structure assez importantes. Et l'IA résout pas tout. Pas du tout. En aucun cas. Si vous utilisez l'IA sur certains modèles, les résultats que vous allez avoir en sortie vont quand même beaucoup dépendre de la qualité des données que vous avez mis en entrée. Alors l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des données claires qui permettent d'orienter clairement, faire des comparaisons équitables, des modèles fiables et exploiter les informations. Voilà, donc la conclusion du rapport de ISI, ou de l'Institut pour l'information scientifique, il est très clair. La fiabilité des données de recherche repose sur des données structurées, organisées et indexées de manière cohérente. Il faut une certaine stabilité, certaines structures et des processus fiables.
l'étendue des données, clairement, comme je l'ai mentionné, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a beaucoup de données, vous pouvez essayer vous-même, hein. À partir du moment où on a un grand fichier Excel avec des centaines de milliers de lignes, mais les lignes, elles sont pas du tout structurées, elles n'ont pas la même structure. Bon courage pour faire des analyses parce que ça va être compliqué de, de faire ça de manière efficace. Déjà, il va falloir nettoyer les données, et c'est ça l'idée, c'est d'avoir des données structurées. Pareil, pour effectuer des analyses crédibles, il faut une structure homogène et pas juste des volumes importants de publications. Alors l'autre point que j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque les catégories et les métadonnées restent stables d'une année sur l'autre, on peut faire des analyses de tendance. On peut observer les tendances réelles et pas juste des distorsions ou des modifications parce que l'année dernière on comptait comme ça et aujourd'hui on compte comme ça. Donc là l'idée voilà c'est d'avoir une stabilité sur le temps et voilà l'idée c'est d'avoir des réponses solides qui vont pouvoir permettre aux institutions mais aussi aux évaluateurs, aux gestionnaires de la recherche d'adapter leur pratique d'évaluation avec un certain niveau de confiance. Donc voilà, pour conclure, c'est ça, c'est les données structurées et vérifiées permettent des comparaisons équitables, des tendances fiables et des conclusions exploitables. Voilà pour les diapos, pour ma présentation. Ce que je vais faire, je vais regarder un instant si on a des questions. Regardez dans le chat. Ok, alors dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Section questions-réponses non plus. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des points qui n'étaient peut-être pas assez clairs lors de la présentation? Je ne vois pas de commentaires, je fais juste défiler le chat où il y avait des confirmations concernant le son. Ça, c'est bon. Et ok, alors ça, merci pour les confirmations concernant le son. Je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres messages dans le chat. Ok, parfait. Alors, si c'est clair, très bien. Je vais vous montrer quelques diapos que vous avez peut-être déjà vus dans d'autres contextes. Ça, c'est des données, on peut en avoir des millions. Ok, donc c'est de la donnée source, peut-être en accès ouvert. Là, on commence à avoir des données nettoyées, unifiées. Là, on commence à avoir de la structure. Et là, on commence à avoir ce qu'on appelle des insights ou des conclusions qu'on peut émettre. Voilà, là, je le vois tout de suite. On a plus de bleu que de rouge, on a une tendance. Voilà les proportions, etc. Donc, effectivement, quand on regarde les données, d'ailleurs, pareil, vous, quand vous faites la recherche, quand vous collectez les données, on le voit tout de suite, à partir du moment où vous collectez les données, mais de manière un peu instable, effectivement, vous allez collecter beaucoup de données, mais est-ce que vous allez pouvoir les exploiter? Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la collecte, elle était pas structurée, elle n'était pas stable et pas cohérente dans le temps. Donc, les principes dont j'ai parlé, que j'ai évoqués aujourd'hui pour le Web of Science, ça s'applique à la recherche également. C'est-à-dire que vous le voyez tout de suite. Vous faites une analyse, vous collectez des données, et à la fin de l'expérimentation, vous dites, ah, c'est dommage, j'aurais pu poser cette question pour avoir cette information. Dommage, j'ai pas l'information, je peux pas faire de rapport, je peux pas faire d'analyse sur cette donnée, je l'ai pas du tout. Ou imaginez, vous faites des analyses, mais vous vous trompez. Alors des fois c'est ça, des fois c'est ça, et à la fin vous dites, mince, mon processus il était complètement erroné, vraiment instable. Non, je peux pas utiliser cette information parce que la manière dont ça a été collecté ne me permet pas
d'être sûr à 100% sur ce que je vais rapporter. Donc voilà, donc ça c'est quelques petits points que je voulais mentionner aujourd'hui. Alors, je vais regarder dans le chat, il y a une question. Comment est-ce qu'on peut importer la base de données depuis Web of Science vers VozViewer pour les analyser? Format CSV, oui, tout à fait. Ici, dans le Web of Science, vous allez avoir ici, si je fais une recherche, peu importe, hein, on va mettre Energy, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, l'optimisation des systèmes énergétiques. Okay. Supposons que je veux analyser, on va prendre article 2026, 2025, 2024. Okay, je vais prendre ça, je vais prendre ces années et je vais prendre les articles. Voilà, donc la question c'est est-ce qu'on peut importer la base de données depuis Web of Science? Oui. La première chose à faire c'est d'exporter. Pour VozViewer, je vous conseille d'exporter le fichier, donc tab delimited, donc c'est un fichier texte, vous exportez, et ensuite dans VozViewer, vous allez pouvoir importer ce fichier texte. VozViewer sait lire les informations du Web of Science pour créer des réseaux de mots-clés, d'institutions, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer. Ça peut être, je suis en train d'ouvrir, ça arrive. Après, il faut être précis, hein, il faut être précis avec ce que vous faites sur VozViewer. Il va falloir lui donner quelques informations aussi sur le type de cartographie que vous voulez générer. Est-ce que c'est une carte selon le réseau, selon les occurrences des mots-clés, les collaborations entre les entités et ainsi de suite. Alors, ça prend un petit peu de temps, ça va arriver. Voilà, alors je vais juste le mettre sur cette fenêtre parce que là, il est sur un autre écran. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir créer une carte. Donc il faut lui dire ce qu'il faut créer, ce que vous voulez créer. Donc c'est quoi les données que vous allez utiliser? Donc c'est des données bibliographiques. On pourrait commencer à créer son propre réseau soi-même. Mais là, c'est des données bibliographiques. Et là, on peut faire des réseaux de co-publication, co-auteurs, co-occurrence de mots-clés, des citations, bibliographic coupling, ou de co-citation. Voilà, on va lui dire c'est quoi la source. Donc là, dans notre cas, c'est le Web of Science. Et ainsi de suite. Voilà, et après, donc il faut préciser la source. Et ensuite, jouer avec les indicateurs ou les paramètres pour créer alors, soit une visualisation de réseau, ce qu'on appelle overlay, ou une visualisation de densité. Donc oui, c'est tout à fait possible. Une autre question, comment les figuratifs et les schémas peuvent mettre en valeur l'article? Alors bon, c'est une question qui sort du sujet d'aujourd'hui. Mais bon, typiquement dans une publication, comme on dit, des fois, une image vaut 1000 mots. Donc, au lieu d'écrire des lignes et des lignes, des fois, un graphique permet d'avoir une analyse ou de faire un point de manière plus efficace que si vous n'aviez que du texte. Alors, des fois, c'est un tableau, des fois, c'est une figure. Sur le choix de la figure aussi, il y a différents types de figures qui s'adaptent mieux, qui sont plus adaptées à ce que vous voulez montrer. Est-ce que c'est des analyses de tendance ou c'est plutôt de la comparaison? Est-ce que c'est des proportions? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est une distribution? Selon ce que vous voulez montrer, il faudra choisir la bonne figure ou le bon type de graphique correspondant. Ok, alors je ne vois pas d'autres questions, ni de commentaires dans le chat. J'ai juste encore un petit peu de temps. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Alors, comme je l'ai mentionné, vous aurez la présentation et l'enregistrement très prochainement, ainsi que l'attestation. Vous aurez mes coordonnées également.
Je vous enverrai le lien pour les prochains webinaires. D'ici là, prenez soin de vous, bon courage et à très bientôt.